Depuis 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres. Telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 2 décennies. Transmettre est consubstantiel à la nature humaine, qu'il s'agisse de la vie que l'on donne, du savoir que l'on partage, des biens que l'on lègue, des rites et croyances que l'on diffuse, oralement ou par écrit. La Cité de la Réussite est par essence le lieu où se jouent toutes les gammes de la transmission. On se presse au débat pour recueillir la parole et la pensée de celles et ceux qui s'obligent volontiers à transmettre leur expérience, leurs réflexions, leurs solutions ou leurs révoltes. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. On fait partie d'une unité qui s'appelle l'humanité. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance, souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle et déjà, il est en danger. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. La lutte contre l'incertitude, c'est ça notre destin. L'avenir va être absolument passionnant. Bonjour à tous, je m'appelle Philippe Escante, je suis journaliste au Monde. Et nous allons, ce matin, parler d'innovation. Alors, innovation toujours dangereuse, disait Flaubert. Il avait raison, il voulait dire que l'innovation, c'est le changement, c'est l'impermanence, et c'est donc, quelque part, la remise en cause et la remise en question. Et en quelque sorte, l'innovation, c'est à la fois la fille de la transmission, puisque elle vient de la recherche, et la recherche, on sait, c'est l'accumulation de savoir, la transmission du savoir, et en même temps, elle est la remise en cause de cette transmission, puisqu'elle est justement le changement, les choses qui ne seront plus demain comme elles étaient hier. Alors, pour parler de tout ça, parce que l'innovation, elle est au cœur de la société, elle est au cœur de nos vies, elle est aussi au cœur des entreprises. Il n'y a pas aujourd'hui dans nos sociétés modernes de croissance économique durable sans innovation et donc sans changement. Alors, quelles sont les innovations qui vont changer le monde? J'appelle pour en débattre avec moi Gilles Babinet, entrepreneur, Vincent Berger, le chercheur, directeur de la recherche du CEA, Michel Joly, PDG de Gilead France, l'industriel, Frédéric Mazella, le patron de Blablacar, l'entrepreneur, et puis
Axel Reynaud, du Boston Consulting Group. Alors, Gilles Babinet, voilà, vous êtes juste à côté de moi, donc je vais commencer par vous. Hein, voilà. Vous êtes multi-entrepreneur, vous avez fondé plein de boîtes. La plus connue s'appelle Captain Dash, mais enfin, peut-être que vous ne connaissez pas, mais enfin, allez sur Internet, vous verrez. Et puis, vous êtes aussi Digital Champion. Alors, Digital Champion, ça fait un peu arène de gladiateurs. Vous êtes... en fait, ça veut dire simplement conseiller auprès de la Commission européenne sur tous les enjeux du numérique. Donc, on a compris, vous êtes aussi dans la défense de la communauté start-up et de la communauté du numérique. Alors, je vais en fait poser la même question à chacun de vous. Ça sera l'introduction de ce débat avant qu'on dialogue avec vous, avec la salle, et puis évidemment avec les étudiants qui sont assis au premier rang. Selon vous, pour vous, à la fois personnellement et puis dans le secteur que vous suivez, quelle est l'innovation, quelles sont les 2 ou 3 innovations majeures qui vont changer le monde dans les 10 ans qui viennent? Bonjour, je suis très heureux d'être ici ce matin avec vous. Alors d'abord, je voudrais d'une certaine manière faire un petit acte de contrition, c'est que je découvre que l'innovation n'est pas très genrée. Et j'en suis absolument confus, je l'ai fait en montant sur ce panel, et donc voilà, on tâchera à l'avenir d'être plus soucieux de ce point-là, et je crois qu'une des façons de sortir du XXe siècle, c'est aussi de faire attention à ça. Ça pourrait être l'innovation majeure des 10 prochaines années d'ailleurs, ou peut-être des 2 innovation... prochaines années, ça serait même encore mieux. C'est une... Et en fait, ça fait assez bien mon point, parce que le parti pris que je ferais, c'est de dire, je ne suis pas sûr qu'il y aura certainement des grandes innovations de disruption. Je pourrais vous faire un peu de logorée sur la blockchain, l'intelligence artificielle, on en reparlera, big data, etc. Mais lorsque je réfléchis finalement à ce qui caractérise le monde qui vient, ce qui me semble le plus intéressant, c'est plus le modèle d'innovation. C'est-à-dire qu'on passe d'un monde qui est en train de s'aplatir très rapidement. On voit bien que les œuvres collectives de type GitHub ou Wikipédia deviennent extrêmement massives. Et je crois que le fait d'avoir des modèles collaboratifs d'innovation, et qui sont des modèles qui sont également, je dirais, divers sociologiquement, ethniquement, démographiquement, sont des modèles qui prouvent aujourd'hui de plus en plus leur efficacité. Donc on aura certainement des innovations verticales, mais on aura aussi des innovations qui seront emmenées par ce monde qui vient, qui est celui de la complexité, et qui sont importantes parce qu'il y a tout un tas de domaines où l'innovation ne va pas. Alors je vais certainement, sans doute, un certain nombre de personnes ne seront pas d'accord avec ça, mais je pense que des domaines complexes, comme par exemple l'écologie, c'est très difficile de faire l'innovation radicale, parce que c'est massivement multifactoriel. Et donc, me semble-t-il, l'un des points d'accroche du monde qui vient, c'est d'être capable d'amener de l'innovation radicale dans ces mondes-là. Donc le vivant, on commence à y toucher un peu, mais si vous observez, il y a des gens qui sont beaucoup plus experts que moi ici pour parler du vivant. Le vivant, on a quand même eu des approches qui étaient très verticales. Quand vous faites une molécule, c'est une approche qui est verticale. Ce qu'on voit si on veut traiter des pathologies qui sont très complexes, c'est qu'il faut être aujourd'hui massivement multifactoriel. Donc pour moi, la première et la plus importante des innovations, c'est d'être capable de mailler des compétences et de travailler dans des modes qui sont des modes que j'appellerais plateformes pour accrocher la complexité du monde qui vient, parce que c'est, comme le dit Edgar Morin, l'une des caractéristiques les plus fondamentales de ce monde. Si vous voulez traiter les enjeux d'environnement, d'énergie, de santé, d'agriculture et beaucoup d'autres, vous devez être capable d'approcher la complexité. Et ça, pour moi, ce que je vois au travers du digital, c'est avant tout ça. C'est cet aplatissement du monde qui permet de rapprocher ces compétences plurielles. Donc la plus grande innovation, ce sera peut-être la manière de concevoir l'innovation. Exactement. Alors, Vincent Berger, vous êtes un chercheur émérite, physicien, 150 publications, 16 brevets, enfin c'est ce que dit en tout cas votre bio. Vous avez été président de l'université, vous avez conseillé même le président François Hollande sur la recherche et l'enseignement supérieur, et puis aujourd'hui, vous dirigez la recherche fondamentale du CEA. Alors le CEA, vous connaissez, c'est le grand centre de recherche qui travaille évidemment, comme son nom l'indique, sur le nucléaire, sur l'atome, mais beaucoup aussi dans
des tas d'autres domaines de la recherche fondamentale, y compris ceux touchant à la biologie et aux autres. Alors donc, même question de votre point de vue, du point de vue du chercheur, qui en plus, comme ça fera plaisir à Gilles Babinet, est un peu multifactoriel. Vous êtes à la tête d'un organisme qui traite de nombreuses disciplines. Allez, les 2-3 innovations que vous pensez qui seront majeures dans la décennie qui vient. Oui, CEA, ça veut dire commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Donc on a effectivement et le nucléaire et aussi les énergies nouvelles pour le futur. Donc à la direction de la recherche fondamentale, il y a en effet un tiers de biologistes, 2 tiers de physiciens, chimistes, informaticiens. Et je rebondis sur ce que disait Gilles Babinet. Effectivement, les innovations majeures mélangent les disciplines pour déterminer des choses nouvelles. Alors, pour répondre à votre question, à quoi je pensais vous parler peut-être un peu de génomique, d'énergie bien sûr, et peut-être de neurosciences. Donc je pense que le domaine de la génomique va bouleverser nos vies dans les 10 ans qui viennent d'une façon tout à fait extraordinaire, tout simplement parce qu'on est en train de passer d'un monde où on séquence finalement peu de gens, parce que ça coûte cher, à un monde où on séquencera tout le monde. Séquencera, ça veut dire faire le génome complet. Lire l'ADN et extraire de l'information. Aujourd'hui, séquencer quelqu'un, ça coûte à peu près 1 000 €. Donc ça veut dire que si on veut séquencer la France, ça fait 60 milliards, c'est-à-dire c'est un peu cher quand même. Dans 10 ans, ça coûtera 10 € si le coût du séquençage continue à baisser comme il a baissé. Il n'y a aucune raison de penser je crois qu'il y a 15 ans, c'était 3 milliards. Oui, le premier séquençage, c'était 3 milliards au début des années 2000. Donc, 3 milliards, 1 000 €. Il y a une baisse du coût tout à fait extraordinaire. Ouais. Ah. Voilà. D'accord. Tout à fait extraordinaire. Et donc, de cette masse de connaissances, il va y avoir un déluge de données qui va amener une masse de connaissances qui va permettre de mieux diagnostiquer, d'éviter l'errance diagnostique, par exemple, dans le cas des maladies rares, qui fait souffrir beaucoup les enfants et les parents, de mieux cibler les maladies et d'adapter les thérapies, par exemple, pour les cancers. C'est ce qu'on appelle la médecine personnalisée. Mais il y a aussi d'autres applications. Par exemple, au Centre national de recherche en génomique humaine, au CEA, on travaille avec la police pour déterminer le portrait robot d'une personne à partir de son ADN. Donc vous arrivez sur une scène de crime, vous prenez l'ADN, sur votre iPhone, vous avez le portrait robot. Donc vous imaginez la quantité de choses nouvelles qu'on peut attendre de tout ça. Tout à fait. Et alors, juste deux autres, plus alors, dans votre domaine, vous êtes physicien. Alors sur l'énergie, évidemment, le grand problème, le mix énergétique, que va être le mix énergétique? C'est un sujet compliqué parce qu'il n'y a pas d'énergie idéale. Toutes les énergies ont des soucis. Les hydrocarbures émettent du carbone, on n'en veut plus. Le nucléaire ne plaît pas à tout le monde avec les déchets. Le solaire et l'éolien sont intermittents et dans nos latitudes, on a toujours des anticyclones l'hiver qui font que pendant une semaine à 10 jours, on n'a pas de vent et la nuit, il n'y a pas de soleil et il fait froid. Et donc, il n'y a pas de solution idéale. Alors, tout le problème du stockage, par exemple, on parle beaucoup du stockage parce qu'évidemment, si on sait stocker les énergies intermittentes, on a résolu le problème. Mais là, il faut vraiment regarder les ordres de grandeur parce que c'est quand même difficile. Et si vous regardez, par exemple, juste un chiffre pour pas être trop compliqué, mais si on regarde toute la production de batteries au lithium, parce qu'on parle beaucoup des batteries, des gigafactories qui se construisent, toute la production mondiale de batteries au lithium en 2025, après la construction de toutes les gigafactories dont on parle, ça représente 300 gigawattheures d'énergie, c'est-à-dire l'électricité de l'Île-de-France pendant un jour. Voilà. C'est-à-dire que c'est très bien de faire des batteries au lithium, ça va permettre à 2 millions de bobos de rouler en Tesla, si je puis dire, mais ça ne va pas résoudre le problème. Ça ne suffit pas. Et donc, le sujet est plus vaste. Et alors, j'ai envie d'être un peu provocateur pour essayer d'avoir une idée un peu disruptive, mais la meilleure façon de stocker l'énergie, finalement, c'est les hydrocarbures. Alors évidemment, les hydrocarbures, ça émet du carbone, donc c'est embêtant. Mais si on trouve la solution pour, à partir du CO2, refabriquer des hydrocarbures, c'est-à-dire au fond fermer le cycle du carbone, les hydrocarbures émettent du CO2, on reprend le CO2, on recrée des hydrocarbures, on a résolu le problème. D'accord. Aujourd'hui, il y a des labos qui travaillent là-dessus en chimie, en biologie, avec des microalgues. C'est des solutions qui ne sont pas à l'échelle industrielle du tout, donc c'est des recherches il va prendre peut-être 20 ans pour les développer. Mais en tout cas, ça m'excite beaucoup. Bon, alors on reviendra un peu sur tous ces sujets, puis j'espère que vous aurez plein de questions là-dessus. Michel Joly, donc vous présidez Gilead France. Alors Gilead, c'est peut-être pas très connu du grand public, c'est pourtant un très grand laboratoire pharmaceutique qui est né dans les années 80, donc c'est un laboratoire très récent, et qui, à la fois avec la recherche et puis avec des acquisitions très nombreuses, est devenu un géant de la biotechnologie. C'est notamment lui qui
qui a inventé le médicament qui guérit de l'hépatite C, le premier médicament guérissant de l'hépatite. Donc c'est quelque chose d'assez important. Alors pour vous, justement, vous qui êtes aussi pharmacien de formation, dans votre domaine, on a déjà commencé à parler un peu de ça, dans votre domaine, et puis peut-être dans d'autres aussi. Qu'est-ce que vous voyez dans les 10 ans qui viennent qui vont vraiment profondément transformer la société ? Je pense qu'à 10 ans, on peut raisonnablement... bonjour à toutes d'abord, et à tous, pardon. À toutes surtout, hein, pour ce matin. Non, à 10 ans, je pense que raisonnablement, il est possible d'envisager de guérir le cancer. Je le crois fondamentalement, je vais vous en parler très rapidement. La première transmission, je pense que c'est la transmission de la vie, avant tout. Vous avez évoqué les maladies virales. Moi, je suis d'une génération où on a été percuté dans les années 80 par le virus du sida. Hein. Moi, tout le monde de cette période, je dirais, a connu des histoires terribles avec des gens jeunes qui avaient quelques mois ou quelques années, toutes petites années de survie. Et à la fin des années 80, effectivement, même le virus de l'hépatite C a été découvert. C'était un virus qui évoluait beaucoup plus lentement, mais qui tue aujourd'hui plus qu'en fait que le virus du sida. 30 ans après, 2 révolutions extraordinaires. Effectivement, vous pouvez, avec un comprimé par jour, pratiquement sans effet secondaire, avoir une durée de vie quand vous êtes séropositif qui est équivalente à quelqu'un qui n'est pas infecté. Et puis, c'est un message important à passer aussi, quand vous êtes contrôlé, vous n'êtes plus contaminant. C'est-à-dire vous pouvez avoir des relations sexuelles sans préservatif en étant séropositif contrôlé. Les gens ne le savent pas, ça, mais c'est important de le dire. Quant à l'hépatite C, effectivement, depuis maintenant 2014, une maladie qui touche 200 000 personnes en France, vous pouvez guérir définitivement en 3 mois un comprimé par jour. Et alors vous dites, de ce virus mortel. Voilà. Et donc, pour le cancer. Pour le cancer. Et peut-être le VIH aussi d'ailleurs. Oui. Et peut-être pour le VIH aussi. On a une révolution qui s'appelle l'immunothérapie. L'idée, en gros, c'est quoi? C'est de dire... Pendant 50 ans, on a essayé de tuer la tumeur cancéreuse. On a essayé de tout faire. On a essayé de l'asphyxier, de la radiothérapie, l'intoxiquer, de l'enlever. Et puis finalement, on a des résultats quand même assez mitigés, il faut bien dire, dans cette lutte. On a depuis quelques années changé la façon de voir en fait, ces traitements en disant utilisons notre système immunitaire qui est quand même là pour ça, pour supprimer les cellules cancéreuses. À l'heure où je vous parle, aujourd'hui, j'ai en moi des cellules cancéreuses qui circulent dans mon corps, malheureusement vous aussi. La bonne nouvelle, c'est que vous avez aussi un système immunitaire qui est là pour, un peu comme les éboueurs, nettoyer ces cellules, les repérer et les tuer. Et en fait, on va éduquer ces cellules. Concrètement, on fait comment? Eh bien, alors, c'est pas pour tout le monde aujourd'hui, hein, c'est quelques pathologies pour lesquelles des patients qui ont quelques mois, malheureusement, de survie. On va venir extraire, en fait, de votre corps, en fait, ces globules blancs, globalement, qui s'appellent des lymphocytes T. On va les congeler, on va les emmener par avion, en l'occurrence, dans un centre qu'on a, nous, aux États-Unis, mais il y en aura bientôt en Europe. On va faire une modification de ces lymphocytes T pour un peu leur greffer comme un GPS, vous voyez, un espèce de crochet qu'on va accrocher à vos lymphocytes T pour qu'ils puissent reconnaître les cellules cancéreuses. Ensuite, on va arroser avec un peu d'engrais, voilà, de l'interleukine 2 en l'occurrence, pour qu'ils se multiplient. On les recongèle, on vous les ramène en France, on vous les réinjecte une seule fois en 30 minutes et ces cellules vont aller cibler et attaquer vos cellules cancéreuses. Et des gens qui avaient 6 mois de survie, on a aujourd'hui des résultats sur des petites séries de patients. On est au tout début, avec des guérisons, c'est-à-dire des rémissions complètes, c'est-à-dire plus de sites cliniques et biologiques sur 40 à 80%. Et ça, vous pensez que ça peut se généraliser? Oui, c'est-à-dire qu'on est au tout début, hein, ça sent de la science-fiction, mais les premiers médicaments comme ça vont arriver l'année prochaine, donc c'est très bientôt. Et à 10 ans, on peut imaginer qu'on va attaquer bien sûr beaucoup plus de tumeurs et les cancers solides. Donc je pense que c'est tout à fait réalisable. D'accord. Alors, Frédéric Mazella, là on quitte un peu le corps humain pour quelque chose qui nous préoccupe aussi beaucoup, qui est le transport, la mobilité. Donc vous avez fondé Blablacar, leader du covoiturage en Europe, hein, quand même 20 millions de membres, 19 pays, donc c'est devenu une des très grandes réussites de l'Internet français. Vous êtes physicien de formation, vous aussi. Vous avez même, paraît-il, travaillé pour la NASA, donc c'est pas rien. Et donc,
sur cet aspect justement autour de la mobilité, vous qui avez un petit peu introduit une rupture dans les systèmes de transport grâce évidemment à l'Internet. Comment, dans les 10 ans qui viennent, à votre avis, quels seront les éléments, les innovations qui vont un peu tout chambouler? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, je me permets juste d'indiquer que en fait, c'est 50 millions de membres et non plus 20 millions. 50 millions de membres et 45 pays, bon d'accord. Non, 22 pays. Donc oui, alors, bon, nous, notre domaine, c'est la mobilité, c'est aussi l'humain. C'est pas forcément le corps humain, mais c'est l'humain aussi dans ses interactions, puisque un des grands moteurs qui a construit Blablacar, c'est aussi justement la confiance qu'on a réussi à créer entre des personnes qui se sont jamais rencontrées pour qu'elles puissent justement faire des voyages dans la même voiture pendant plusieurs heures. Donc en termes de mobilité, ça bouge beaucoup, sans jeu de mots, mais disons que les choses évoluent très très vite. On parle énormément évidemment de la voiture autonome. On voit aussi des véhicules qui commencent à voler tout seuls avec toutes les technologies liées aux drones. Donc c'est forcément tentant de dire que ça va évoluer très très vite dans les 10-15 prochaines années autour de la mobilité. Je ne sais pas exactement comment on se déplacera dans 15 ans. Je pense que pas grand monde peut le dire. Si vraiment des véhicules autonomes et volants se développent à la vitesse à laquelle on voit les innovations arriver, alors au détail près que ça va coûter un petit peu d'énergie, les technologies semblent évoluer très très vite et ça change énormément de choses. Si on prend la mobilité aujourd'hui en voiture, quand on voit qu'on passe notre temps à conduire tous des voitures vides, on se dit que quand on arrivera à mieux les partager et à avoir des distances, des temps de trajet plus rapides, et donc économiser aussi sur l'énergie, ça change tout, ça change l'endroit où on va pouvoir habiter, ça change le temps qu'il nous faut pour aller d'un endroit à un autre, ça change la manière avec laquelle on va trouver un véhicule pour y aller, puisqu'il faut synchroniser tout ça. Donc là, on dit merci aux machines pour faire des combinaisons de moyens de transport et pouvoir faire en sorte qu'on trouve les mêmes moyens de transport au même moment. Mais en tout cas, au niveau partage, au niveau propulsion, et au niveau conduite ou non du véhicule, il y a beaucoup de changements qui s'annoncent. Voilà. Après, il y a d'autres sujets aussi qui ne sont pas des sujets de mobilité, mais qui, moi, me semblent évoluer très très vite, notamment autour de l'éducation. On voit que l'éducation, elle a 3 piliers qui sont la connaissance, l'éducation au sens de l'école, hein, c'est-à-dire donc la connaissance qu'on apprend, le social, c'est-à-dire les interactions entre les humains, et puis le côté apprendre à apprendre. Alors, on se pose souvent la question, qu'est-ce que les technologies vont changer? En fait, au niveau de la connaissance, eh bien évidemment, avec tout ce qui est MOOC, toutes les possibilités d'avoir la connaissance en ligne, eh bien, ça évolue très très vite et notre manière d'apprendre évolue beaucoup. Par contre, et c'est là le côté humain qui revient très fort, tout ce qui est social, interaction sociale, les machines ne vont pas vraiment pouvoir nous l'apprendre. Donc là, l'école a un grand rôle toujours à faire en sorte que les gens cohabitent de la meilleure manière possible. Et puis sur ce qui est à apprendre, je pense que c'est une obligation maintenant qu'on se mette dans un mode d'apprentissage de plus en plus rapide, parce que vu la vitesse à laquelle ça va, avant on pouvait se dire tiens, voilà, à 20 ans j'ai commencé mes études, à 23, à 24 j'ai fini un bac plus je sais pas combien, et puis après je suis formé pour la vie. Et je travaille pendant 30-40 ans dans la même société. Mais c'est plus possible, ça. Ça, c'est plus possible. Déjà, les gens, aujourd'hui, ils ont évidemment beaucoup plus de carrières dans toute leur vie, mais ils commencent à avoir des carrières en parallèle et à avoir plusieurs boulots en parallèle. Donc, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on apprenne toute la vie, donc il faut qu'on change notre modèle d'éducation et qu'on aille chercher de l'éducation non seulement plus proche de la société civile, et des entreprises, mais aussi de l'éducation toute la vie, c'est-à-dire que faire ses études à 20 ans pour espérer être pertinent les 40 années qui suivent, je pense que c'est une illusion maintenant dans ce monde-là, donc il va falloir vraiment apprendre de plus en plus. Alors juste un mot quand même, Frédéric Mazière, parce que j'ai peur qu'on ait fini ce petit tour d'horizon rapide de ce qui va changer le monde dans les 10 ans sans en parler, et je pense qu'il faut en parler. Vous avez fait des études d'informatique aux États-Unis. L'intelligence artificielle. Ah oui, alors pour vous, ça va être majeur à très courte échéance. On va parler des voitures, mais ça ne concerne pas que les voitures. Alors c'est marrant parce que du coup, j'avais fait mes études d'informatique à Stanford et je travaillais à la NASA il y a une quinzaine d'années.
Et donc, on avait beaucoup étudié l'intelligence artificielle. Enfin, ça faisait partie des cours, de toute manière, qu'on faisait en masters d'informatique, évidemment. Et je suis retourné il y a 15 jours en Silicon Valley. On était chez Intel avec une présentation des meilleurs chercheurs en intelligence artificielle d'Intel. Et aussi, ils ont fait venir le meilleur chercheur en intelligence artificielle de chez Google. Donc, on se dit, a priori, on est équipé. Et dans la présentation, alors il y a des résultats aujourd'hui qui sont incroyables, mais la théorie de l'intelligence artificielle n'a pas évolué. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression, moi, de me retrouver dans les mêmes classes qu'il y a 15 ans en termes d'intelligence artificielle. Par contre, ce qui a énormément changé, c'est notre capacité de calcul et les données dont on dispose. Alors évidemment, comme l'intelligence artificielle, et je trouve même que le mot est un petit peu mal choisi, c'est-à-dire que c'est de la pattern recognition, en fait. Ça reconnaît très bien des modèles. Mais déjà, c'est une manière d'apprendre qui est supervisée, ça s'appelle, donc c'est le supervised learning. Ce n'est pas de l'unsupervised learning. Unsupervised learning, ça voudrait dire, par exemple, si on se prend, nous, quand on est bébé et qu'on nous met dans la jungle, on va réussir à se débrouiller. C'est-à-dire qu'on va apprendre des choses, on va se débrouiller, on va apprendre sans qu'il y ait quelqu'un forcément qui nous... Enfin, si on ne se fait pas tuer sur la route. Ça dépend des gens. Hein. Bon. Oui, mais disons qu'on n'a pas forcément besoin que quelqu'un nous dise à chaque étape, voilà ce qui est bien, voilà ce qui n'est pas bien, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. On a un cycle d'apprentissage un peu autonome. On est capable d'apprendre en étant non supervisé. Les machines aujourd'hui ne sont pas capables d'apprendre en n'étant pas supervisées. C'est-à-dire qu'il faut leur dire à chaque fois, alors ça c'est rouge, ça c'est bleu, ça c'est un 3, ça c'est un 12. Et donc c'est une méthode d'apprentissage qui est complètement différente. C'est pour ça que je ne sais pas si on peut vraiment parler d'intelligence encore à ce stade. Oui, mais là dans les 10 ans, ça va quand même avec plus de data et plus de capacité de processing de ces data, oui, on va voir des choses extraordinaires arriver. Maintenant, est-ce que c'est des choses qui vont être capables de créativité, d'empathie et de tout un tas de qualités humaines que les machines n'ont pas? Alors, moi, je préfère poser la question à l'envers, justement. Quel est le domaine dans lequel les machines ne pourront pas aller? Voilà. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui nous reste? Et à ce moment-là, c'est très intéressant, parce que ce qui nous reste, en fait, c'est super intéressant. Il nous reste les jeux, il nous reste l'amour et l'empathie, il nous reste le social, il nous reste l'art, il nous reste les sciences, enfin la recherche. Et donc, c'est quand même très, très, très intéressant. C'est bien. Moi, si toutes les machines font tout ce qui est un petit peu rébarbatif et qu'on n'a pas envie de faire, ça me va très bien. Bon, très bien. On en reparlera tout à l'heure, parce que c'est un sujet profond comme l'océan. Axel Reynaud, donc vous êtes au sein du Boston Consulting Group, vous êtes directeur associé et vous êtes spécialiste du secteur bancaire. Alors on se dit, oh bon, la banque, l'innovation, d'accord, on a compris. Non, il y a des innovations absolument majeures qui sont en train d'arriver et qui sont pour la décennie prochaine. Bonjour à tous. Alors effectivement, en fait au départ, j'avais envie de vous parler de technologie blockchain, mais peut-être qu'on reviendra là-dessus. Oui, on n'en a pas encore parlé. On n'en a pas encore parlé. Mais je me dis, en fait, ça risque de faire peut-être un peu concours l'épine de qui a l'innovation la plus intéressante. Et c'est ce qu'il faut. Il y a un thème qui est ressorti là, des premiers intervenants, qui est en fait finalement l'humain là-dedans. Et je trouve qu'il y a une innovation, alors qui n'est pas dans le domaine technologique, mais qui est en train de changer très profondément la manière dont les entreprises fonctionnent, et les banques en particulier, d'ailleurs, qui sont pas mal leaders là-dessus. Si on réfléchit aux innovations en termes d'organisation du travail, on a eu le taylorisme, on a eu deux grandes innovations le siècle dernier, le taylorisme, et puis ensuite les grandes organisations verticalisées avec les services marketing, les services achats, etc. On a des nouvelles formes d'organisation qui sont partie au départ du monde des startups, d'ailleurs, qu'on appelle agile, les méthodes agiles de développement. C'était plutôt dans l'informatique et plutôt popularisé par les startups. Mais finalement, c'est une innovation qui change le monde, je pense, aussi fortement que des innovations technologiques. Ça change fondamentalement la manière dont l'homme travaille et d'être capable, en fait, de répliquer, ou par analogie, le fonctionnement un peu cellulaire en disant, finalement, une grande organisation, ce n'est pas 3000 personnes qui travaillent dans le service achat, 5000 personnes dans le service logistique, etc. Ce sont des petites équipes, une dizaine de personnes, multidisciplinaires, qui travaillent pour résoudre une petite partie du problème d'ensemble et qui trouvent les moyens de se coordonner. Et ça peut paraître une utopie, ça peut sembler être quelque chose qui fonctionne. Bon, il y a 5 copains dans une start-up, dans un garage, et là, on arrive à le faire. Mais en fait, on arrive à faire fonctionner des organisations de milliers, de dizaines de milliers de personnes sur ces principes-là. Et je trouve que c'est une forme d'innovation
qui n'est pas une innovation technologique, mais qui est une forme d'innovation qui est très proche de l'humain, qui d'une certaine façon remet l'homme beaucoup plus au centre, au lieu d'être un rouage d'une grande machine dont on ne comprend pas le fonctionnement. Chacun a son petit cercle, sa petite responsabilité et sa capacité de comprendre ce qu'il fait, de comprendre comment cela contribue à la réalisation de l'ensemble. Et donc, je pense que dans ce débat, on va sans cesse basculer de la technologie à l'humain. Et ça me semblait un angle intéressant. Et puis, pour un consultant, c'est normal. On pose une question de produit, vous répondez organisation. Alors, quand même, dites-nous juste... allez, vous avez 20 secondes pour nous expliquer ce que c'est que la blockchain. Alors, ça c'est dur. On est avec vous. Hein. Alors, quelqu'un met le chronomètre. La blockchain, en fait, c'est un principe qui change le fonctionnement de la confiance et des échanges de données, comme l'Internet, et du stockage des données, comme l'Internet a changé la manière dont on échange les données. L'Internet, ça a permis, de manière peu chère, sécurisée, de transférer de l'information au sein de réseaux complexes. La blockchain... Vous avez sans doute tous entendu parler du Bitcoin, qui était un peu l'élément fondateur qui a fait apparaître cette technologie, mais la blockchain, ça n'a d'une certaine façon rien à voir avec le Bitcoin. C'est le moyen de stocker de manière sécurisée, à très faible coût et de manière totalement accessible l'information. Et à partir de là, dans un réseau. Donc Internet permettait de transférer de l'information dans un réseau, la blockchain permet de stocker de manière totalement sécurisée des informations. Et à partir de là, on peut construire beaucoup d'applications, des crypto-monnaies avec le Bitcoin, mais aussi des applications de santé, des applications pour faire fonctionner des chaînes logistiques, etc. etc. Je suis désolé, j'ai mis plus que 20 secondes. Voilà, bon. Si vous avez encore des questions sur la blockchain, on y revient tout à l'heure. Alors, on va passer aux étudiants maintenant. Ils ont plein de questions, c'est très foisonnant. On va leur demander à peu près une question. On a déjà évoqué un certain nombre de sujets. On va leur demander peut-être une question pour chaque intervenant. Alors, qui veut commencer? Allez, on se passe le micro. N'ayez pas peur. Qui se lance? Qui se lance? Allez-y, voilà. Bonjour à tous. Ma question concerne plus précisément Michel Joly. Donc c'est une question qui a rapport avec le domaine de la santé. Donc peut-être que vous allez pouvoir nous répondre un peu plus précisément. Alors on a vu beaucoup d'innovations technologiques dans la santé déjà, mais vous parliez plus précisément d'innovations pharmaceutiques. Donc vous avez parlé des traitements pour l'hépatite C par exemple. Et je souhaitais vous demander si vous pensiez que ces innovations vont vraiment permettre de démocratiser donc plus largement l'accès aux soins, ou si elles vont profiter à certains acteurs privés. Donc en d'autres termes, je voulais vous demander si la transmission va selon vous primer sur la transaction. Voilà, alors autrement dit, ça pose une question plus large qui est celle de l'innovation et du coût, quoi, et des coûts et du prix et du modèle économique qu'il y a derrière. Les innovations dont vous parliez à l'instant pour l'instant s'adressent à très peu de gens et sont effectivement très très chères. Donc est-ce que ça va suivre une courbe de coûts descendante qui fera qu'on pourra le démocratiser et que les sécurités sociales du monde entier pourront les rembourser? Alors je vais pas vous... Oui, 1, 2, 3, oui. Je ne sais pas si je veux répondre pour le monde entier, c'est un sujet un petit peu large, mais en tout cas pour la France. Oui. Non, c'est une excellente question parce que c'est une question qui est au cœur des préoccupations des Français. Il y avait un sondage Sofres il y a à peu près un an qui disait 70% des Français ont peur de ne pas avoir accès effectivement à ces thérapeutiques très innovantes aujourd'hui. Donc c'est une vraie préoccupation et encore faut-il que les choix de santé, je ne voudrais pas faire trop de polémique ici, mais les choix de santé décident effectivement de ce qui est utile ou pas pour le patient parce qu'il y a quand même pas mal de choses dans le système de soins qui sont remboursées, à mon avis, qu'il faudrait à minima questionner, voire carrément sortir. Mais en fait, quand vous avez une innovation comme ça de rupture, que ça a été dans l'hépatite C ou demain dans le cancer, c'est une très bonne nouvelle. C'est une chance, c'est pas une charge. Le médicament, tout confondu, c'est 14% de tout le budget de l'assurance maladie. Donc ce qui coûte cher, c'est la maladie, c'est pas le médicament. À chaque fois qu'un médicament arrive, en fait, finalement, c'est une très bonne nouvelle et une très bonne solution. Alors oui, on peut parler du prix sur la boîte, ça fait un certain nombre de choses, mais
Il y a 50 ans, quand les antituberculeux sont arrivés, ils ont révolutionné, heureusement d'ailleurs, non seulement la guérison, mais également la prise en charge des systèmes de soins. C'est pareil pour l'hépatite C. Quand vous évoquez le prix de l'hépatite C, il faut mettre en regard ce qui coûte beaucoup plus cher. Est-ce que vous avez des chiffres justement à nous donner? C'est-à-dire que combien un patient qui a l'hépatite C, donc qui traîne ça toute sa vie, ça coûte combien à la collectivité, enfin, et votre médicament en face, combien il coûte, quoi? Juste deux chiffres. Deux chiffres, pour guérir une hépatite C, aujourd'hui, ça coûte à peu près 25 000 euros. Un patient sur une vie entière, hépatite C, ça coûte 60-70 000. Une greffe de foie, ça coûte 150 000 euros. Voilà, on est dans cet ordre de grandeur. Le souci, en fait, finalement, ce n'est pas du tout un problème économique. C'est une très bonne nouvelle, c'est coût efficace, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce n'est pas un problème c'est une très bonne nouvelle pour la collectivité. Le problème que ça pose, c'est que finalement, vous allez investir sur une durée assez courte pendant le traitement, puisqu'on guérit les patients, et que le bénéfice va se faire sur plusieurs années. Donc c'est un problème pour les politiques en place. C'est ça, en fait, qui ont un la boîte budget de médicaments, elle est chère, hein, elle est plusieurs dizaines de milliers d'euros, mais ça ne dure pas très longtemps. Enfin, voilà, donc c'est effectivement pour le modèle... C'est pas un médicament chronique. Vous voyez, un médicament chronique, vous alignez la dépense et vous avez le bénéfice au même moment. Quand vous guérissez une maladie, vous avez un investissement sur une durée courte. Par contre, vous avez un bénéfice très important sur une durée longue. Et quand vous êtes aux affaires et que vous gérez un budget annuel, ça peut vous poser un souci. C'est ça qu'il faut essayer de résoudre, en fait. Voilà, donc l'innovation, c'est aussi une question de modèle économique. Une autre question? Allez-y. Monsieur Babinet, je vais vous poser une question. Dans un monde interconnecté, décentralisé, de transparence de l'information, de partage des connaissances, d'immédiateté, comment préserver le principe de précaution? Et par exemple, vous qui avez déclaré que de fermer la CNIL, par exemple, est-ce que cela ne soulève pas des questions fondamentales sur le respect de la vie privée? Alors, la vie privée, donc ça, c'était dans une interview à l'Usine Nouvelle en 2013. Vous avez dit: dès que s'ouvre un débat sur le numérique, il y a toujours quelqu'un pour brandir des questions de préservation de la vie privée ou de sauvegarde de l'emploi, point d'exclamation. Alors, est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui? Alors, j'assume totalement avoir dit ça, et j'en suis même plutôt fier, mais c'est vrai que ça va me coller à ma peau jusqu'à la fin de ma vie, je crois. Probablement. C'était il y a 3 ou 4 ans. Mais non, vous savez, dans le monde Internet, on oublie. Le big data, on en a pour le même. Mais c'est effectivement un point qui m'a beaucoup interpellé, c'est-à-dire quel est le juste milieu entre le ex post ou le ex ante. En d'autres termes, est-ce qu'on doit prévenir des risques avant qu'ils se produisent, ou est-ce qu'on doit permettre de l'expérimentation à petite échelle, accepter une certaine part de risque, parce qu'on rentre dans un monde qui est beaucoup plus composé d'innovation de rupture que d'innovation incrémentale. En d'autres termes, on a amélioré le moteur explosion pendant 150 ans, et puis on a des gens qui arrivent qui tout d'un coup disent on va passer à autre chose, on va faire des voitures électriques. Et voilà, et donc on a de la rupture qui s'exprime dans pas mal de domaines, et on a en face une volonté de régulation qui potentiellement dit oulala, on n'acceptera que ce qui est incrémental parce qu'il n'y a que ça que l'on contrôle. Et je crois que c'est très dangereux parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, je trouve, autour de cette table sur cette idée d'aplatissement de ces principes d'innovation qui permettent notamment de faire émerger de l'innovation de rupture. Ce qui est, je dirais, quasi socio-anthropologiquement différent entre nous et les États-Unis, c'est le fait qu'ils ont une grande méfiance de la part des institutions d'État et ils ont structurellement une volonté de faire émerger des sociétés civiles de différentes formes et de pousser l'innovation au travers de ça. Et donc, nous, là où on a inventé le Minitel, c'est-à-dire quelque chose qui vient d'un centre contrôlé, maîtrisé et qui va vers des consommateurs, eux, ils ont inventé l'Internet, c'est-à-dire quelque chose qui va d'un usager à un autre usager, avec des règles de hiérarchie qui font que c'est plat. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Et cette vision-là, elle est en train de structurer le monde, parce que finalement, elle est beaucoup plus proche de règles naturelles qu'on retrouve dans le monde de la biologie, et elle est extrêmement efficace. Donc, pour reprendre la question qui m'est posée, je pense que dans la mesure où on peut avoir des petites innovations, c'est quasiment des innovations darwiniennes, entre guillemets, qui vont émerger d'absolument partout. Si on a une sorte de level playing field, de filet de contrôle qui empêche systématiquement les innovations de sortir, on va décrocher. Et la caractéristique qui est très frappante au niveau européen, moi qui m'interpelle pour ainsi dire quotidiennement,
C'est là où il y a le plus de capital humain. Il y en a plus qu'en Chine, il y en a plus qu'aux États-Unis. Si on regarde, on fait des comparaisons sur... C'est le bon endroit pour le faire. Licence, master, doctorat. Il y en a plus en Europe qu'il y en a nulle part ailleurs. Mais la grande différence entre nous et eux, entre guillemets les États-Unis, c'est le fait qu'eux, ils ont créé cette infrastructure du savoir. Et ils l'ont massifiée à une échelle qui lui donne toute son efficacité. Je pense qu'il faut qu'on ait une vision à cet égard. Il faut qu'on comprenne que les temps ont changé et qu'on soit capable d'horizontaliser le monde et qu'on soit capable aussi d'accepter et même de susciter et d'encourager une prise de risque maîtrisée. Et il n'y a pas de vie sans prise de risque. La base de la vie, c'est ça. Je pense que 100 de personnes pourront en témoigner. Et donc, il faut absolument accepter ce modèle qui, dans le carcan finalement un peu institutionnel qu'on a créé, n'est pas bon, alors, est-ce que vous pensez toujours qu'il faut supprimer la CNIL? La CNIL, c'est la Commission nationale d'information et liberté. Pardon. La raison pour laquelle je me suis exprimé, et je l'assume totalement comme ça, c'est que j'ai passé 2 ans à dire qu'il faut faire un débat à l'égard de la position de la CNIL dans ce pays. D'accord. Il faut qu'il y ait un débat. Qui impose des règles et en sur gros, le stockage des informations. C'est gentil avec ton débat, mais c'est un peu fatigant de savoir si on doit avoir une CNIL ou pas. Et donc, évidemment, quand vous voyez que vous n'êtes pas entendu, vous faites une sorte de déclamation extrêmement brutale. Voilà. Et là, tout d'un coup, tout le monde se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce dingue? Mais au moins, il y a un débat. Il y a un débat, et la posture de la CNIL, me semble-t-il, a beaucoup évolué depuis. Ah, donc il y a un léger mieux, Vincent Berger. Oui, vous avez parlé de principe de précaution. Le principe de précaution, c'est très important, mais il est aussi important qu'il soit équilibré par un principe d'innovation, surtout dans le domaine du numérique, je dirais. Vous avez dit tout à l'heure, on n'a pas beaucoup parlé d'intelligence artificielle. En réalité, on n'en a pas parlé parce que c'est partout. Dans ce que j'ai dit sur la génomique, l'énergie, il y a de l'intelligence artificielle partout. Et tellement partout que c'est même un enjeu de souveraineté. C'est très important que la France ou l'Europe reste à la pointe sur les sujets d'intelligence artificielle. Dans les années 70, on disait que le pétrole était un enjeu de souveraineté. On disait, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Si demain, on n'est pas à la pointe du numérique, et que ce sont par exemple les Chinois qui le sont, on ne pourra pas dire, en France, on n'a pas de numérique, mais on a des idées. Parce que si on n'a pas de numérique, on n'aura pas d'idées. Voilà. Bon, de toute façon, c'est déjà les Chinois. Enfin, voilà. Alors... oui, enfin. Bien. Question suivante. Allez. Alors bonjour, Peter Head, élève de 2e année à Centrale Supélec. Alors un peu dans la même veine que le principe de précaution, en fait, Monsieur Vincent Berger, je voulais vous interroger sur la transmission de la responsabilité. En fait, on parle beaucoup de robots chirurgiens, de machine learning dans les moteurs de recherche ou encore les drones militaires. Mais finalement, qui est responsable de l'accident d'une voiture autonome? Qui est responsable des erreurs d'un robot chirurgien? Ça rejoint un petit peu les questions sur le principe de précaution, d'ailleurs. Ça, effectivement, c'est un débat qu'on voit partout. J'étais étonné d'ailleurs de voir à quel point il y a eu un accident, vous savez, avec une Google Car. Ça a fait un buzz extraordinaire. Et je suis étonné quand même de l'indulgence qu'on a avec les accidents des mecs bourrés qui rentrent de boîte de nuit. Il y en a quand même des milliers de morts par an. Alors que des algorithmes bourrés, il y en a moins. On est assez indulgent avec l'erreur humaine, alors que l'erreur d'un algorithme, alors s'il y a une erreur d'un algorithme, alors ça c'est très grave. Ça c'est à interroger quand même. Au fond, la question c'est est-ce que les programmes, les algorithmes feront mieux que l'homme. Par exemple, vous prenez le cas d'un drone qui va tirer sur... on se dit c'est horrible si c'est un ordinateur qui décide de tirer sur des gens dans une guerre. Mais finalement, la question c'est de savoir est-ce que d'abord l'ordinateur fait mieux? Et un jour ou l'autre, il fera mieux. À chaque fois, on a dit non, l'ordinateur ne pourra pas jouer aux échecs, il ne pourra pas jouer au Go. À chaque fois, l'ordinateur a fait tomber les barrières. Donc, il fera mieux. Et donc, s'il fait mieux et que c'est prouvé, statistiquement, ça ne veut pas dire que l'ordinateur ne fait pas d'erreur. Mais s'il en fait moins que les humains, après tout, autant l'utiliser. La question, c'est pourquoi on est obsédé par ça. Et je pense que on est assez indulgent avec l'erreur humaine parce que ça donne une dimension tragique à notre existence. Je vais donner une anecdote. Le coup de boule de Zidane à la finale de la Coupe du Monde 2006. Finalement, Raymond Domenech, qui est un homme de théâtre, donc qui sait ce que c'est que le tragique, il a beaucoup parlé du fait que l'arbitre avait regardé la télé. Et donc, ce n'était pas juste. C'est pas juste parce que finalement, on a consulté un écran de télévision. Et pourquoi c'était pas juste? Parce qu'en fait, on supporte l'erreur d'arbitrage tant qu'elle est humaine. Parce que c'est cette dimension tragique qu'on aime. Parce qu'on sait de toute façon de vivre notre humanité. Si c'est un ordinateur qui fait ces choix-là,
Vraiment, ça, c'est insupportable. Donc, je pense qu'il faut quand même revenir aussi à l'efficacité. C'est pas que je veuille avoir une optique purement utilitariste, mais je pense que si l'ordinateur fait vraiment mieux que l'humain, oui, il fera des erreurs, mais il en fera quand même moins. Donc, c'est ça qu'il faut regarder. Oui. Finalement, on accepte mieux les erreurs des autres parce qu'elles sont au miroir des nôtres et pas celles de la machine. Bon, alors, question suivante. Oui. Karim, étudiant en master à l'ISG. Ouais. Donc ma question est pour Monsieur Axel Reynaud. Donc le Boston Consulting Group produit chaque année le classement des 50 entreprises les plus innovantes au niveau mondial. Les critères qui sont retenus sont principalement le fait que l'entreprise doit être perçue comme innovante, mais également qu'elle doit amener une certaine rentabilité à l'actionnaire. Donc ma question, est-ce que vous pensez que d'autres critères plus objectifs permettront à certaines entreprises qui ne produisent pas des produits pour le grand public ou qui sont peu connues du grand public, permettraient donc à ces entreprises de figurer dans votre classement, car elles sont peut-être tout aussi innovantes que Google ou IBM par exemple? Alors c'est intéressant parce que derrière, qu'est-ce que c'est une entreprise innovante? Oui, et qu'est-ce que c'est que l'innovation en fait? Voilà. Parce que l'innovation, c'est en fait une invention qui a rencontré un marché d'une certaine façon. Sinon, on est dans le concours Lépine où on est dans la bonne idée mais qui n'a servi à rien. Donc effectivement, derrière la notion d'innovation, il y a une notion d'impact et on aime bien plutôt les innovations qui ont beaucoup d'impact. Ensuite, des innovations, il n'y en a pas que dans les secteurs qui touchent le grand public. Il y a des innovations, je ne sais pas, si on prend, on a parlé d'Elon Musk et de Tesla tout à l'heure, mais SpaceX et les fusées qui atterrissent verticalement, c'est une innovation. Reste à voir encore si le marché permettra de réellement rentabiliser ça, mais enfin, on peut imaginer. Donc, il y a beaucoup d'innovations aussi dans des secteurs qu'on appelle B2B, c'est-à-dire business to business, et pas uniquement dans les secteurs grand public, on va dire. Alors, c'est vrai qu'après, les noms qui sortent de notre enquête, c'est plutôt Apple, Google, voilà. Mais il y a des gens comme IBM, General Electric, etc., qui peuvent être des entreprises, disons, moins en contact direct avec le public. Ce qui est important, c'est encore une fois de se dire une innovation, c'est quelque chose qui change au moins une partie de notre vie ou de l'efficacité de systèmes économiques. Et donc à ce titre-là, notre enquête, elle prend, elle surpondère cette dimension. Je parlais tout à l'heure des méthodes agiles, alors pour justement ne pas être dans un domaine technologique, etc. Ça, c'est pas trop breveté. Il n'y a personne qui touche des royalties sur cette méthode, même s'il y a des consultants qui aident à les déployer. Et c'est une innovation. Donc l'innovation ne veut pas nécessairement dire milliards de capitalisation boursière, mais effectivement, quand dans notre classement qui est plutôt centré sur les grandes entreprises, on dit qui innove, eh bien, on regarde, on interroge des dirigeants en disant de votre point de vue qui innove. Ah, c'est plutôt sous forme de sondage que sous forme de critères. Et ensuite, on regarde des critères quantitatifs, dont la création de valeur pour l'actionnaire, qui d'une certaine façon est une mesure de est-ce que cette innovation a pris dans son marché. Est-ce que vous avez des critères du genre nombre de produits qui ont moins de 2 ans dans le portefeuille ou rythme de renouvellement ou chiffre d'affaires des nouveaux produits, je sais pas, quelque chose qui effectivement peut se mesurer un peu plus facilement? Effectivement, quand on cherche à regarder la capacité d'innovation des entreprises, souvent on regarde la part de leur chiffre d'affaires réalisé avec des produits lancés depuis moins de 2 ou 3 ans et donc qui montrent la capacité de se renouveler. Alors, ça peut être des innovations complètement en rupture, dont on parlait tout à l'heure. Ça peut être aussi de l'amélioration incrémentale. Voilà. Innovation, c'est quelquefois le grand changement, mais ça peut être aussi de l'incrémental. Et en tout cas, dans ce classement en particulier, ce n'est pas le cas. Après, il y a d'autres moyens de regarder l'innovation. On travaille tous les ans à remettre un prix de l'entrepreneuriat social, où là, on regarde des toutes petites structures qui innovent dans le domaine social, dans des domaines de l'insertion en particulier, avec de la construction de business models qui permettent à des gens qui ne trouvent pas d'emploi, qui sont dans des catégories défavorisées, qui ont connu des accidents de la vie, etc., de se réinsérer au travers de modèles d'entreprise innovants.
Donc ça, c'est une autre forme d'innovation. Ce qui se passe, c'est que ce terme-là est tellement vague que si on essaie de comparer Apple avec la petite entreprise qui crée un kiosque au coin de la rue dans Paris pour fournir des services de proximité et employer des gens marginalisés, on a un petit peu de mal. Et c'est des pommes et des carottes, quoi. Alors les pommes, c'est peut-être Apple, quoi. Voilà. Alors moi je peux vous confier une définition que j'aime bien, qui est pas totalement complète, mais qui permet un peu de comprendre. C'est la recherche, c'est transformer de l'argent en idées, et l'innovation, c'est transformer des idées en argent. Bon, vous en faites ce que vous voulez. Alors, question suivante. J'ai une question pour vous, Monsieur Mazella. On peut considérer qu'avec Blablacar et le covoiturage, vous avez beaucoup contribué à révolutionner la mobilité de grande distance. Alors qu'on peut considérer que la mobilité urbaine, la mobilité du quotidien a peu évolué ces dernières années. Qu'est-ce que, chez Blablacar ou ailleurs, vous envisagez comme innovation, comme révolution pour transformer ces mobilités urbaines ? Merci. Je vais juste, avant d'attaquer ce sujet-là, rappeler que quand on parle d'innovation et qu'on essaye d'anticiper ce qui va se passer, de manière assez récurrente, on se trompe. Et l'autre jour, j'ai re-regardé un film très ancien qui est Blade Runner, pas le dernier, l'ancien. Celui de Ridley Scott. Voilà, exactement. Où l'action est censée se passer en 2019, je crois, donc à peu près maintenant. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui l'ont vu, c'était quand même un film qui a marqué, qui nous a pas mal marqué. Extraordinaire. Voilà. Donc on avait des clones dont on ne sait même pas distinguer si ce sont des humains ou des clones. Des robots. Ouais. On avait des policiers dans des voitures volantes qui se garaient un petit peu dans les rues, tout ça. Et on avait Harrison Ford qui passait des coups de fil depuis une cabine téléphonique. Quand même. Et on se dit, bon, on a raté quelque chose, parce qu'il n'avait pas de smartphone, le pauvre Harrison Ford. Ouais. Donc voilà, tout ça pour remettre en perspective, on se trompe pas mal. Alors, pourtant, les voitures volantes, ça fait longtemps qu'on en parle. Hein. Et c'est marrant, et on les a toujours pas. Oui. On les a toujours pas. Bon. Pareil que c'est pour bientôt. Oui, on y travaille. Alors donc, sans parler directement, c'est pas les voitures volantes qui vont résoudre tout de suite la mobilité urbaine. Alors nous, ce qu'on a fait chez Blablacar, on a lancé récemment un produit, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui s'appelle Blabla Lines, qui justement vise les covoiturages de plus courte distance. On vise à créer un nouvel usage. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est très compliqué, évidemment. D'une part, quand vous attaquez des habitudes qui sont très anciennes de tout le monde, de se déplacer d'une certaine manière, de le changer. Alors déjà, sur le covoiturage longue distance, ça m'a pris plus de 10 ans de changer ça. Donc là, aujourd'hui, c'est rentrer dans les habitudes des gens, effectivement, pour faire du ville à ville, de penser à l'option covoiturage pour pouvoir faire un Paris-Lyon, un Paris-Lille ou un Montpellier-Bordeaux. Pour les trajets domicile-travail, en fait, c'est un autre usage. D'ailleurs, ce qui a fait le succès de la voiture, c'est ce qu'il faut voir, ce qui a fait le succès de la voiture, c'est la multiplicité de ses usages. C'est-à-dire qu'une voiture, c'est un one-stop shop, c'est un truc qui sert à tout, à tous les déplacements. Ça sert à aller au travail, ça sert à partir en vacances, ça sert à aller faire des courses, ça sert à aller chez des amis pour sortir le soir, sans revenir bourré. Et donc ça sert à tout, donc c'est ça qui a fait le succès de la voiture. Alors nous, ce qu'on a réussi à faire avec Blablacar, c'est à devenir une option crédible et utilisée et fiable sur un des usages de la voiture, qui est principalement l'usage de trajets de week-end, puisque les distances moyennes sur Blablacar, c'est 270 km, donc c'est beaucoup, c'est 3 heures à peu près. Donc voilà, là où aujourd'hui on a le trafic, c'est à plus de 95%, c'est sur des trajets de 100 à 500 km. Donc c'est vraiment ce type de trajet-là. Par contre, effectivement, dans la mobilité urbaine, on n'y est pas encore, et pourtant ça représente évidemment beaucoup de trajets. C'est pour ça qu'on a lancé un autre produit qui fonctionne complètement différemment. Et qui a une certaine logique justement de récurrence et qui a une certaine logique aussi de points de rencontre extrêmement précis, avec des horaires plus précis et avec une souplesse pour que les conducteurs puissent dire oui ce matin oui, oui ce matin, enfin non ce matin non, ce soir oui, ce soir non, et que les passagers eux puissent trouver plein d'options avant, après l'horaire qui les arrange. Et donc on a créé des notions de lignes. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait des lignes? C'est parce qu'en fait quand on regarde les transports urbains, ils sont beaucoup structurés sous forme de lignes. Une ligne, c'est quoi? Conceptuellement, une ligne de transport, c'est quelque chose qui a une certaine régularité, c'est-à-dire qu'il y en a toutes les quelques minutes, et c'est quelque chose qui vous emmène dans les deux sens. C'est-à-dire que si vous êtes parti le matin avec une ligne, vous pouvez revenir le soir. C'est pour ça qu'on l'a appelé Blabla Lines, parce que le concept du produit, il est exactement comme ça.
C'est-à-dire qu'il y a une notion de statistique. Donc, quand vous cherchez un trajet, vous allez voir une courbe de fréquentation de votre trajet. Et vous allez voir qu'ici, entre 9h30 et 10h, vous avez 28 conducteurs. Entre 14h30 et 15h, il n'y a plus que 3 conducteurs. Et puis le soir, entre 18h30 et 19h, hop, il y en a 30. Donc là, vous êtes sûr de pouvoir trouver quelqu'un. Donc, il y a cette notion de fréquentation de ligne. Et il y a la notion d'aller-retour, puisque nous, quand on ouvre un axe, et comme on est basé sur des conducteurs qui font les trajets tous les matins, tous les soirs, on est sûr que quand quelqu'un est parti, il va revenir dans la journée, parce qu'en fait, il ne dort pas là-bas, contrairement à quand on va en week-end. Donc en fait, on a créé tout un système de rassemblement de l'inventaire des conducteurs qui font les trajets tous les jours pour que les passagers puissent les consulter sous forme statistique en aller, en retour, avec les prendre en compte bien calculés par rapport aux itinéraires des uns et des autres. Voilà. Alors je crois que dans votre question, il y avait aussi la notion de comment on fait pour intégrer tout ça dans la formule de transport en commun. Il y a des aides qui ont été faites, notamment sur l'Île-de-France. Là, ça a été lancé assez fortement. C'est le dernier mois à peu près, et au moins pour le premier trimestre, et peut-être un peu plus loin. Mais il y a une incitation, puisque aujourd'hui, vous avez, à chaque fois que vous faites un covoiturage urbain, alors sur BlaBlaLines, nous, jusqu'à 30 km, c'est 2 €. Donc c'est 2 € sur une distance de moins de 30 km. On voit les trajets qui se font actuellement, c'est principalement des trajets banlieue-banlieue ou banlieue-Paris ou Paris-banlieue. C'est pas du Paris intramuros. Pourquoi? Parce que pour 2 raisons. D'une part, parce qu'il y a le métro, ça marche très bien. Et donc, il n'y a pas de raison de prendre sa voiture du tout dans un milieu aussi urbanisé que Paris intramuros. Et deuxièmement, on combine, nous, les trajets de covoiturage avec les transports en commun. C'est-à-dire qu'on peut vous dire, quand vous allez d'un certain endroit en banlieue jusqu'au centre de Paris, on vous dit, voilà, vous avez trouvé un conducteur Jean-Claude qui vous emmène jusqu'à Porte-Maillot, et puis ensuite, vous finissez en métro, et ça se passera très bien. Donc nous, on combine avec les transports en commun. Et donc, ça doit effectivement s'insérer là-dedans. Donc oui, les pouvoirs publics doivent inciter ces choses-là. Ils sont en train de s'en rendre compte, ils sont en train de le faire. Au-delà de l'incitation financière qui a été faite pour rembourser, alors nous, ça rembourse 2 €. Enfin, la région, aujourd'hui, rembourse 2 € de covoiturage. Et comme nous, ça coûte 2 €, ça fait le covoiturage gratuit. Je pense que c'est un programme de lancement. On verra si on arrive à le maintenir dans le temps. J'espère qu'on y arrivera. Parce ça marche pour l'instant ? Ouais, ça marche. C'est-à-dire que ça vous fait le transport gratuit sur des trajets souvent un peu improbables. Quand vous devez faire un banlieue Paris, enfin, je ne sais pas si vous avez déjà habité en banlieue, que vous devez. Enfin, le but quand on habite en banlieue et qu'on doit aller quelque part, c'est déjà de rejoindre une porte de Paris. Après, on sait qu'on se débrouille. On a un métro et puis on peut faire ce qu'on veut. Et donc là, la solution BlaBlaLines, c'est ce qu'elle propose de manière à pouvoir justement fournir un moyen de mobilité à tout le monde et pas seulement là où il y a une station de train ou de RER. Et donc voilà, il y a une incitation financière, mais il y a aussi des incitations qui commencent à arriver, qui sont des voies réservées pour les gens qui font du covoiturage, ou après on peut aller imaginer aussi d'autres mécanismes pour des places de parking privilégiées ou des réductions sur votre parking quand vous avez, au lieu d'être tout seul dans votre voiture, pris un covoitureur avec vous le matin ou le soir. Et alors, est-ce que ça peut s'appliquer? On a vu que dans l'offre de mobilité urbaine, elle a été beaucoup bouleversée ces dernières années par l'arrivée des VTC, de Uber et de ses concurrents. Est-ce que vous, par exemple, vous pouvez aussi aller sur ce marché avec des innovations qui font que quand on sort du cinéma à 10h du soir, au lieu d'appeler un Uber, on peut voir s'il y a du covoiturage dans le coin? Alors, il y a plein d'usages différents. Notre but, justement, là, avec BlaBlaLines, n'est pas d'aller remplacer un service de taxi à minuit. Ouais. Et donc, qui est encore un usage différent. Nous, avec BlaBlaLines, on vise les trajets quotidiens, domicile, travail, travail, domicile. Et alors, à moins, ça arrive qu'on rentre du travail à minuit, mais enfin, ça arrive moins qu'on rentre un peu plus tôt. Et donc, on est, nous, plutôt sur des horaires de type bureau, justement parce que, pour revenir au point de départ, la voiture a plein d'usages différents. On s'attaque aux usages un par un. Je ne pense pas qu'on puisse s'attaquer aux usages tous d'un coup. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on a fait une appli séparée par rapport à BlaBlaCar, parce qu'on sait bien que l'usage n'est pas le même et qu'aller emmener quelqu'un et le ramener du travail, c'est pas la même chose que de l'emmener en week-end. Alors, il y a un aspect, évidemment, ça permet d'aborder un aspect de l'innovation qui est intéressant aussi, c'est que c'est son côté de plus en plus éphémère. Donc, vous avez percé grâce à une innovation, vous disiez un modèle qui est celui du tiers de confiance, et puis un objet technique qui est une plateforme informatique extrêmement efficace. Et puis il y a 2 ans, on introduit un système de car à des tarifs très peu chers, avec le Wi-Fi à bord, etc. Et il y a un certain nombre de gens qui finalement qui faisaient plutôt du covoiturage et qui se sont reportés là-dessus. Autrement dit, la concurrence
concurrence, elle arrive très vite. Elle arrive soit sur les mêmes produits que vous, soit sur des produits qui ne sont pas les mêmes, mais qui viennent finalement manger un morceau. Et donc, est-ce que ça veut dire que le rythme d'innovation nécessaire pour vous, il s'accélère et qu'il faut que vous ayez sans arrêt sur un nouvel ouvrage sur le métier? Je pense de manière générale, oui, le rythme des innovations s'accélère. Pour nous, non, parce que j'ai envie de dire, depuis qu'on est né, ça va vite. Donc, on a l'habitude justement d'être agile, de s'adapter et de faire des choses nouvelles rapidement. Donc, après, pour ce qui est de l'environnement concurrentiel, moi, je trouve ça plutôt bien que tout le monde ait plein d'options de déplacement, tant que ça va, et ça va aujourd'hui dans le sens de la liberté de chacun de choisir la manière de se déplacer. Donc voilà, ça c'est un petit peu, c'est pour ça que peut-être d'ailleurs on peut ramener le sujet à savoir si une innovation est valable ou en tout cas comptabilisée parce qu'elle apporte une option supplémentaire, elle apporte des possibilités supplémentaires, ou parce qu'immédiatement elle a une rentabilité économique ou pas, ça c'est encore le débat, mais l'idée c'est que ce qu'on voit c'est que dans les transports en tout cas il y a beaucoup de solutions de transport qui se déplacent, qui se développent de manière complémentaire, et que ça c'est plutôt bien pour l'utilisateur final. Il ne faut pas qu'il soit perdu dans trop de solutions, c'est ça l'enjeu plutôt. D'accord. Alors, pour faire la transition avec le débat avec le public, est-ce que vous avez encore une ou deux questions qui s'adressent plutôt indifféremment à tout le monde? Oui. Oui. Bonjour, Noé Bugeaud, étudiant à Sciences Po Grenoble. Alors, j'ai une question qui s'adresse prioritairement à Gilles Babinet et Michel Joly, mais en fait, vous pouvez tous répondre. Alors, on constate d'une part que les grandes entreprises américaines du GAFA, notamment, ont tendance à monopoliser, à s'accaparer des innovations, de toutes les innovations, et d'autre part, qu'elles tiennent tête aux grandes institutions, dont la Commission européenne. Est-ce que sur le continent européen, on a de réelles chances d'avoir des innovations qui changent le monde, ou c'est peine perdue et on tourne Alors, est-ce qu'on a des chances d'en avoir, et surtout, est-ce qu'elles ont des chances de se développer pour faire après de la prospérité et de la croissance? Gilles Babinet. On va te la laisser, ça. Gilles. Avant de parler des GAFA, de Google, Amazon, Facebook, Apple, il faut comprendre le contexte dans lequel tout cela a émergé. En réalité, les États-Unis, au travers du DoD, du Department of Defense, ont investi dans l'innovation de rupture, dans l'innovation digitale, à peu près à partir de 1965. Et donc, les gens qui pensent que parce qu'on a créé un fonds d'investissement public, en 3 ou 4 ans, on va rattraper, se trompent fondamentalement. C'est-à-dire que c'est tout un écosystème avec des caractéristiques plurielles, les fonds d'investissement, les clusters de taille critique, la relation avec le monde universitaire, le support de la technocratie militaire qui a permis de faire ce genre de choses, dont Google, dont toutes ces entreprises. C'est-à-dire que c'est très intéressant d'observer que si vous prenez Apple, toutes les décisions fondamentales que Apple a prises ont été prises à l'université de Stanford avec des professeurs qui étaient versés dans des programmes militaires. Ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Cette notion, elle est partie également en Chine, donc il y a eu une structuration qui est venue de l'État chinois et qui est puissante, notamment dans l'intelligence artificielle, et il y a clairement une volonté aujourd'hui européenne qui commence à émerger. Je rappelle que quand le plan Juncker a été structuré, donc 315 milliards d'euros d'investissement, on en a cantonné 80 pour l'innovation, principalement le digital. Et donc il y a petit à petit une vision politique. Moi, ce qui me frappe, et je crois ce qui vraiment devrait nous pousser à avoir une attention particulière à l'égard de l'Europe, c'est que ce qui a permis à ces acteurs de réussir, c'est d'avoir un marché de taille critique. C'est-à-dire d'avoir accès à des datas, non pas sur 60-70 millions de personnes, mais sur 320 millions de personnes, 600 millions de personnes de l'autre côté, parce que c'est votre capacité finalement à avoir des coûts marginaux de distribution et toucher des dizaines, des centaines de millions de potentiels consommateurs qui vous permettent très rapidement d'arriver à un niveau de taille critique. Et comme on le sait bien, dans le domaine des plateformes, winner takes all. Et donc, si Frédéric il a fait quelque chose d'extraordinaire à partir de la France, mais il est probable que s'il avait lancé à partir des États-Unis, il aurait été plus vite. Et donc, tout l'enjeu et toute la raison pour laquelle on a besoin d'intégration européenne à un niveau très substantiel, c'est pour permettre notamment à cette innovation de rupture de s'exprimer
et de réussir. Donc ceux qui pensent qu'on peut réussir quoi que ce soit à une échelle de petits pays nationaux se trompent fondamentalement. Si vous prenez ce qui semble être une exception, qui est Israël, en réalité, le porte-avions d'Israël, c'est les États-Unis pour l'innovation de rupture, et c'est pas autre chose. Et pour la Suède? Et pour la Suède est un pays qui est tout petit, dans lequel vous avez... BlaBlaCar est l'une des rares unicornes françaises, c'est-à-dire les entreprises qui valent plus d'1 milliard de dollars et qui ont été fondées, on va dire, dans moins d'une décennie. Il y a moins d'une décennie. Donc il y en a 2, 3 maximum en France. En Suède, vous en avez 10 pour un pays de 6 millions d'habitants. Et en réalité, la caractéristique de la Suède, c'est de s'être comportée comme les États-Unis. C'est-à-dire d'avoir répondu à ces 4 piliers, l'accès au capital, l'accès à l'enseignement supérieur, les écosystèmes de taille critique, les clusters, et puis le support des politiques publiques. Et ils se sont tournés massivement vers le marché américain, notamment pour leur financement et pour les liens avec le monde universitaire. Donc si vous prenez quelques-unes de leurs très très grandes entreprises, vous apercevez qu'à peu près 80% de leur chiffre d'affaires provient des États-Unis. Oui, c'est le cas de Spotify, par exemple. C'est le cas de Spotify. Michel Joly. Oui, je vais vous répondre à cette question parce que je vis tous les jours, en fait. Moi, je suis responsable en France d'un laboratoire qui est né il y a 30 ans à San Francisco, donc effectivement dans cette même logique qui est très innovant. Moi, mon job de tous les jours, c'est de vendre la France. C'est mon travail de vendre auprès de mon groupe, effectivement, les capacités de la France. Alors, l'environnement scientifique est reconnu, il faut être très clair. La qualité en termes de recherche, en particulier en virologie, l'histoire du VIH de la France, vous comprenez, bien sûr, on est très reconnu en termes de qualité scientifique, de développement, d'études. Mais je vais vous le dire de façon un peu peut-être brutale, mais quand je veux vendre une implantation en France, on reste quand même très marqué par une image de régulation sociale et fiscale extrêmement complexe. Et je pense que tout ce qui va dans le sens en ce moment, effectivement, d'une volonté d'essayer de simplifier, en fait, que ce soit le droit du travail ou le nombre de taxes, il y a plus de 11 taxes sur l'industrie pharmaceutique, pour vous donner un ordre de grandeur, ça fait très peur quand vous êtes de l'autre côté. Ah, vous voyez, c'est en censure sur les taxes. Donc... C'est normal, on est à la bien qu'à un moment, ça allait... Bon. Et donc, voilà, je vois bien qu'il y a de la résistance pour faire évoluer le droit du travail et ces questions-là aujourd'hui, et c'est normal, je le comprends, mais croyez bien que c'est absolument crucial si on veut pouvoir faire bénéficier de l'excellence scientifique française à partir de sociétés internationales. Alors, vous dites qu'il y a beaucoup de taxes en France, mais enfin, il y a aussi, la France est également entre guillemets, un paradis fiscal pour la recherche, puisque le crédit impôt recherche est un des plus avantageux au monde en termes de réduction d'impôts. Il faut quand même le dire. Ouais, il fait des émules. Alors, on va passer voilà, on va passer. Il y a des mains qui se lèvent, c'est génial. Donc le micro arrive à toute vitesse. Oui. Allez-y. Bonjour, une question un petit peu générale. Est-ce qu'il n'y a pas des domaines dans lesquels l'innovation n'est pas présente ou n'arrive pas à percer dans des grands enjeux qu'on peut avoir en France ou en Europe? Je pense au monde agricole. On a tous besoin, disons, de manger pour vivre, et on a un monde agricole qui n'arrive plus à vivre de sa production. Je pense aux grands enjeux dans les débats électoraux, sur la sécurité, sur l'emploi. On a un petit peu adressé le domaine de l'entrepreneuriat social, mais est-ce qu'il n'y a pas des domaines dans lesquels on n'arrive pas à innover, en tout cas à la vitesse à laquelle on en aurait besoin? Alors, le numérique est dans le pré, et Gilles Babinet va nous le démontrer. Alors, c'est intéressant que vous parliez de ça, parce que j'étais hier soir avec l'un de mes amis qui a monté une entreprise qui fait du traitement de données dans le domaine de l'agriculture, et au-delà de ça, je rencontre, je crois, mardi ou mercredi, la présidente de la FNSEA, parce que j'ai eu une petite polémique sur Twitter avec elle, dans laquelle je disais « vous n'innovez pas assez ». En fait, si vous voulez, ce qui est très intéressant, vous savez quel est le deuxième exportateur en valeur aujourd'hui en agriculture? C'est l'un des plus petits pays qui soit, c'est les Pays-Bas. Voilà. Et les Pays-Bas sont montés en valeur de façon absolument incroyable en mettant beaucoup de technologies dans leur agriculture, et ils font beaucoup moins d'externalités négatives qu'on le fait. C'est-à-dire qu'ils ne polluent pas leurs rivières, ils ont un bilan carbone qui est assez satisfaisant. C'est beaucoup de l'agriculture intensive quand même. C'est l'agriculture qui est intensive. C'est des vaches sur 10 étages, quoi. C'est l'agriculture technologique plutôt. Intensive, ça sous-tend des externalités négatives, je crois, en général, lorsqu'on évoque cette notion-là. Alors, et je pense que ce qui est très surprenant en France, c'est que si vous prenez les fonctions support dans la filière agricole,
vous avez à peu près 400 000 personnes. Si vous prenez les grands agriculteurs en France, à peu près 40 000 personnes. Donc on en revient à ce point, qui est une caractéristique malheureusement qu'on essaie de soigner, mais qui reste assez présente, c'est d'avoir une technocratie qui est très étouffante. Et finalement, il annihile la possibilité de faire de l'innovation forte dans ce domaine. Donc je pense que le champ de l'agriculture, c'est un champ extraordinaire pour innover. Et contrairement à ce que l'on pense, les agriculteurs peuvent potentiellement passer de créateurs d'externalités négatives, c'est-à-dire empoisonner les rivières, consommer du carbone, etc., tout un tas de facteurs d'érosion, à des externalités qui sont négatives. Capter du carbone, produire de l'énergie, produire des produits de bonne qualité, etc., etc. Mais ça veut dire qu'il faut que vous changiez complètement de modèle. Et je crois qu'il y a aujourd'hui une forme de cristallisation, pour ne pas dire de sédimentation des acteurs en place, qui empêche les innovateurs de rupture, dont les acteurs du digital, d'arriver à émerger. Je crois que parfois, je ne vais pas refaire une déclaration comme je l'ai fait à l'égard de la CNIL. Il faut supprimer la FNSEA. Non, pardon. C'est vous qui l'avez dit. C'est vous qui l'avez dit. Mais non. Alors, Vincent Berger, puis j'aimerais qu'on réponde à la partie... Alors, madame, là, voilà, qui levait la main très haut tout à l'heure, j'aimerais bien... Alors, attendez, juste une demi-seconde, j'aimerais quand même que Vincent Berger réponde à ça. En une demi-seconde, ça va être... Alors, oui, tout à l'heure, vous avez dit l'innovation, c'est la rencontre entre une invention et un marché. Peut-être ça peut être plus large, c'est une rencontre entre une invention et la société. Il y a des innovations qui n'ont pas forcément de marché. Et c'est peut-être là que j'ai envie de répondre à la question. Peut-être dans le domaine de la politique, du rapport entre le public, dans l'expression de la démocratie, on a quand même des vrais problèmes. Et on a l'impression qu'on fait la politique toujours de la même façon. Oui. Et qu'on ne dit plus la vérité aux gens parce qu'on pense qu'il faut dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Et donc, en fait, on est comme ça dans un vrai problème, et on pourrait donner des tas d'exemples, mais puisque j'ai qu'une demi-seconde. Mais les réseaux sociaux sont une forme d'innovation. Alors, voilà, le hashtag Balance ton porc, c'était de toute évidence une innovation qui n'a pas de marché, mais quand même... qui a bien marché. Qui a bien marché, oui. Madame. Bonjour à tous. Alors, je suis très impressionnée d'être en face de vous, messieurs, parce que vous avez vraiment des parcours impressionnants. Monsieur Michel Joly, j'ai été un peu surprise dans la salle lorsque vous avez quand même expliqué comment vous comptiez guérir le cancer. Je suis un peu surprise de l'absence de réaction de la salle, mais je me permets de dire « waouh », parce que franchement, c'est extraordinaire. Voilà, donc je m'appelle Anaïs Nera, je suis juriste en droit des réfugiés, donc rien à voir avec votre domaine. Mais je suis vraiment très très heureuse de pouvoir assister à cette conférence. Je viens de travailler pendant 1 an au Liban, donc Monsieur Mazella, je vous conseille très fortement de lancer Blablacar au Liban. S'il y a des Libanais dans la salle, je pense qu'ils comprendront. Ma question, voilà, les innovations dont vous parlez sont très utiles pour des gens qui vivent dans des pays développés, qui ont des métiers qui leur demandent justement de passer d'un endroit à l'autre, qui ont les moyens de se soigner ou qui ont ne serait-ce même qu'un accès en fait à des services de santé. Donc ma question serait, enfin, avec mon expérience au Liban, j'ai rencontré beaucoup de gens qui n'ont pas de qualification, qui ont été rarement à l'école ou très peu de temps. Et donc ma question c'est, qu'auriez-vous à proposer à ces personnes qui sont très peu éduquées pour avoir accès justement à ces innovations, et quelles sont les innovations auxquelles vous pensez pour ces gens-là justement, et je pense notamment qu'il y a un challenge pour l'accès à l'éducation. Quand vous parlez pour ces gens-là, vous parlez des... Pardon, je parle de, comment dire, bon, je pense aux Syriens parce que c'est les personnes avec lesquelles j'ai donc des réfugiés en France ou ailleurs. Non, pas nécessairement. Non, justement, parce qu'il y a il y a 1 500 000 réfugiés syriens au Liban, mais je pense aussi aux populations africaines. Il y a très peu d'engouement quand même à soigner le paludisme. Donc, dans les pays en voie de développement, l'innovation, bah oui, c'est absolument majeur. Alors, voilà. Tout le monde a envie de réagir là-dessus. Alors, Frédéric Mazella, vous avez eu des expériences en Inde, ou ça en Turquie, je crois, pas au Liban. Mais enfin, c'est pas facile dans ces pays-là. Dites-nous pourquoi. En fait,
c'est pas facile dans toute cette région du monde. Je vais être très rapide parce que je pense que tout le monde a des choses plus complètes à dire sur le sujet. Pourquoi est-ce que, par exemple, Blablacar n'est pas dans le coin? Je me souviens, c'est un peu une anecdote, mais ça résume un peu la chose. J'étais allé notamment en Israël voir si on pouvait installer Blablacar là-bas. Il faut voir que nous, les distances moyennes, je répète, c'est 270 km. Donc ça veut dire que très très vite, on passe les frontières. Et là, quand j'ai commencé à évoquer ce sujet-là, on m'a dit, mais c'est Blablachar qu'il faut que tu fasses. C'est vrai qu'avec le Liban, c'est pas facile. Bon, c'est pas le cas en Inde, quand même. Non, faut être... Alors, oui, allez-y. Peut-être deux exemples qui vont un petit peu dans votre sens. Il y a deux domaines d'innovation où l'Afrique, en particulier, sont très impressionnants. Alors, je prends ma casquette un peu de conseil aux banques. Les paiements, l'endroit où il y a le plus de paiements électroniques, avec votre téléphone portable, sur base de SMS, c'est en Afrique. Au Kenya en particulier, il y a des opérateurs qui ont mis en place des systèmes pour des gens qui ont le téléphone le moins cher que vous puissiez imaginer et qui gèrent l'ensemble de leurs transactions avec ça. Vous allez sur le marché, vous achetez deux fruits et vous payez avec votre téléphone portable. Et ça permet de donner accès à des circuits financiers à des gens qui ne l'avaient pas, et c'est venu de l'Afrique. Deuxième exemple, sur l'énergie, toutes les technologies de microgrid où vous arrivez avec un panneau solaire, un panneau solaire, un petit système de batterie et vous offrez à un village complètement déconnecté des circuits électriques nationaux la possibilité de recharger le téléphone portable, d'avoir une ampoule pour pouvoir voir, lire, travailler, éventuellement d'avoir un petit accès Internet partagé. Ça révolutionne et ce sont des innovations qui sont de l'agglomération, disons, de technologies existantes, mais adaptées à l'Afrique. Et ces innovations-là, ce qui est intéressant, c'est qu'elles proviennent de ces pays-là. Donc, ce n'est pas nous qui avons projeté et adapté nos innovations, mais ça vient vraiment de là. Et d'ailleurs, peuvent revenir dans nos pays parce que le microgrid, c'est aussi applicable ici. Et tous les paiements électroniques, en fait, qui ont démarré il y a 5 ou 6 ans en Afrique, sont en train d'arriver ici. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire, y compris de manière locale et ensuite se généraliser. Alors, Michel Joly, comment on peut aider ces populations? Comment l'innovation peut aider ces populations? Oui, je parlais du VIH, du sida. Évidemment, vous le savez, forcément, il y a 35 millions de patients dans le monde qui sont séropositifs. Il y en a 90% qui sont dans des pays qui ne sont pas solvables, pour faire court. En grande partie en Afrique, d'ailleurs. En grande partie en Afrique, effectivement. Donc, comment on fait pour résoudre ce point? Ça a été une histoire absolument terrible avec l'industrie pharmaceutique. Je n'ai pas le temps de la raconter ici, mais finalement, il y a des solutions. C'est ça que je voudrais surtout dire aujourd'hui. Et en l'occurrence, ce qu'on met en place dans le domaine du VIH chez Gilead, c'est que, évidemment, tout le monde a peur que les médicaments que vous allez vendre 100 fois moins cher dans les pays du Sud soient réimportés par des petits malins dans les pays du Nord. En fait, il y a une solution très simple qu'on met en place depuis une dizaine d'années. Vous donnez vos brevets de vos molécules brevetées à des gens qui les fabriquent à très bas coût, donc souvent c'est des laboratoires indiens, Afrique du Sud ou chinois, qui vont les produire eux-mêmes, qui vont faire une toute petite marge, mais c'est évidemment ce qu'ils veulent. Et puis, vous demandez de fabriquer dans des formes et des couleurs différentes des pays du Nord. Comme ça, si jamais quelqu'un a la mauvaise idée de les réimporter, ben vous pouvez les intercepter. On arrive à mettre en place ce système très simple. Aujourd'hui, sur nos médicaments, on a 10 millions de patients qui sont traités avec nos médicaments dans les pays du Sud. Juste pour comparer, États-Unis, Europe, Japon, ça fait 1 million de patients. Donc finalement, nos médicaments qui sont brevetés, ils sont 10 fois plus distribués, ils ne sont pas vendus pour nous, que dans les pays du Nord. C'est un modèle qui fonctionne. Dans le VIH, on s'en est préoccupé parce qu'il y a cette question d'épidémiologie, effectivement, mais je ne comprends pas pourquoi ce modèle ne se développe pas au-delà. Parce que, évidemment, ces populations, ok, très bien, malheureusement, elles ont une durée de vie, une espérance de vie qui est bien inférieure à la nôtre, mais aussi elles progressent, et les questions de la cancérologie, de la diabétologie, de la cardiologie doivent aussi adresser ces questions-là. Donc je pense qu'il y a un modèle qui existe et qu'on devrait le développer beaucoup plus largement. Alors, Vincent Berger, on parle souvent de l'énergie. Ah oui, moi, j'allais pas parler de ça. J'allais parler du test. Le CEA a sorti le premier test Ebola lors de la crise d'Ebola il y a quelques temps. Ouais. Et donc, voilà, il y a quand même des travaux qui se tournent vers tous les pays quand vraiment ça compte. Et on met les meilleures technologies à la disposition. L'exemple peut-être qui est le plus important, vous avez parlé d'éducation, c'est vrai. Il y a quand même plusieurs projets pour connecter la planète entière, d'Internet par satellite par exemple, pour que tout le monde soit connecté. Alors après, il faut quand même un iPhone.
Enfin, pas un iPhone. Il faut. Ah non. Non, pas forcément un iPhone. Il faut un terminal, un smartphone made in France. Un terminal qui est capable de faire quelque chose avec Internet. Mais je crois que les MOOC, c'est quand même une révolution extraordinaire pour démocratiser l'éducation à la plus grande échelle possible et de façon gratuite parce que c'est un peu le modèle premium. Quelques-uns payent pour que ça soit gratuit pour tout le monde. Et ça, c'est quand même quelque chose de révolutionnaire. Hein. Ça, c'est vraiment un modèle formidable. Oui, Gilles, rapidement, parce qu'on va prendre d'autres questions. Point essentiel, évidemment, si on arrive à décentraliser la distribution de la connaissance et des techniques, ce qui est partiellement le cas actuellement grâce au MOOC et aux technologies open source, manifestement, il n'y aura plus beaucoup de barrières ou de différences entre leur capacité d'innovation et la nôtre. Et c'est tout à fait intéressant, mais ce qui me semble ne pas encore être structuré et qui, pour ma part, me passionne, c'est comment est-ce qu'on peut créer des référentiels de connaissances qui soient appropriés au Sud. C'est-à-dire que l'innovation des pays émergents n'a pas la même nature que la nôtre. Elle n'adresse pas les mêmes besoins. On parle beaucoup de ce qu'on appelle le social digital impact, c'est-à-dire l'utilisation des technologies digitales avec des coûts marginaux de distribution pour réussir à changer le monde là-bas. Mais on voudrait essayer d'économiser les 30 ans que l'on a mis en Occident à réussir à créer les corpus de connaissances qui sont appropriés à l'émergence des startups. Frédéric pourrait bien en parler. Et ça, c'est, je crois, un sujet qui est passionnant. Si on monte ces corpus de connaissances, on est probablement à même de satisfaire des besoins sociaux pour toute cette zone en très fort développement à une vitesse accrue. Il y a des concepts qui avaient été lancés, notamment l'innovation frugale. Il y en a plein. Un truc indien. Et, effectivement, Naviraju, qui est remarquable voilà. à cet égard. Il y a aussi Ashoka qui a monté un incubateur d'innovation sociale. Vous avez beaucoup d'initiatives de ce type-là. La réalité, c'est que je suis vraiment passionné par ce sujet, c'est qu'on est encore quand même en train de bricoler pas mal pour comprendre comment ça fonctionne. Allez, question suivante. Monsieur, allez-y. Bonjour. J'espère que je ne vais pas plomber l'ambiance. Je voulais savoir si la vraie innovation en rupture, ce ne serait pas de dire stop, de se poser et d'arrêter notre course folle vers le néant. Je voudrais savoir si une vraie innovation en rupture, ce ne serait pas de prendre enfin conscience que nous n'avons qu'une seule planète Terre. Et je voudrais savoir enfin si une vraie innovation en rupture, ce ne serait pas de faire mieux et plus respectueux plutôt que toujours plus. Bien, alors ça vous avez... Non, vous n'avez pas plombé l'ambiance, vous avez juste ouvert une nouvelle fenêtre. Donc, qui veut en parler? Alors, Vincent d'abord, et puis ensuite Gilles. En introduction, je citais la fermeture du cycle du carbone et d'essayer de refaire des hydrocarbures. Si on arrive à faire ça à une grande échelle, ce qui prendra sans doute pas mal de temps, hein, mais l'enjeu là, c'est de remettre des hydrocarbures. C'est pas dans le sol. C'est de restituer la Terre comme elle était il y a 50 ans. C'est pas seulement de faire rouler des voitures. Donc c'était pour essayer de déplomber, pour dire que voilà, on peut peut-être avoir de l'espoir. Oui. Est-ce qu'il faut pour ça arrêter tout? C'est une grande question. Non, c'est une question qui est passionnante parce que finalement, est-ce que la vocation de l'humanité, c'est de produire toujours plus, ou est-ce qu'on a une autre vocation? Et je crois que c'est quelque chose qui est pour moi, la raison pour laquelle l'innovation est incontournable, c'est qu'on doit sans cesse lutter contre Malthus. C'est-à-dire qu'on a une croissance démographique qui nous impose la technologie, d'une certaine manière. On a besoin de gains de productivité. Mais maintenant, ce n'est pas la vraie nature de l'humanité. La nature de l'humanité, c'est une nature contrariée, puisqu'on a passé seulement 5% de notre temps d'Homo sapiens dans le temps historique, c'est-à-dire depuis Sumer, depuis 6000 ans. Et on vit avec des règles qui sont de plus en plus fortes, qui nous éloignent de notre vraie nature. Et je crois que ce débat-là est occulté. Il est occulté notamment dans le cadre de l'émergence de cette révolution digitale, où maintenant vous passez 2 à 3 fois plus de temps en interface avec des machines qu'avec des vrais humains. Et il faudrait se poser la question de savoir la finalité du projet d'humain, si elle n'est pas complètement dévoyée. Je suis d'accord avec vous. Pour autant, je crois que c'est difficile de faire l'économie de la productivité dans le contexte dans lequel on se trouve. Peut-être un dernier commentaire. Effectivement, on a beaucoup parlé de l'innovation sous l'angle technique, technologique, etc. Chaque fois, dans notre inventaire des innovations qui peuvent changer le monde, ça ne marche que s'il y a un volet humain derrière. Ça ne marche que si les utilisateurs se l'approprient, la plateforme Blablacar. Ça ne marche que si les médicaments, on trouve le moyen de les distribuer, de faire qu'ensuite les traitements soient appliqués et que la relation patient-médecin fonctionne, etc. etc. Et ça me semble
quelque chose de très important. On a un peu tendance à voir le monde comme technologique. Il est surtout humain. Et si on oublie ça, à un moment donné, on va faire un monde de robots, d'intelligence artificielle, et nous, on ne servira plus à grand-chose là-dedans. La question qu'il faut se poser, c'est comment on remet aussi de l'humanité, au fur et à mesure que la technologie accélère, comment on remet d'autant plus d'humanité là-dedans. Et cette question-là, aujourd'hui, tout le monde tourne autour. Après, le malthusianisme ou arrêter l'innovation, on est malheureusement sur un vélo, et si on arrête de pédaler, on tombe. Donc après, la question, c'est où est-ce qu'on va, comment on avance, mais on ne peut pas arrêter l'innovation. D'abord parce que c'est humain, et deuxièmement parce qu'aujourd'hui, on est dans une position très déséquilibrée. Enfin, on parlait du bilan carbone, mais on pourrait... la démographie, etc., etc. Et donc, la question, c'est comment on oriente l'innovation pour retrouver des équilibres. Arrêter aujourd'hui, on est sûr de se planter. Bon, alors, de toute façon, on ne va pas résoudre ce problème. On manque un peu de philosophes autour de cette table, et de temps surtout, et de femmes, et de philosophes, et de temps. Donc, on va accélérer un petit peu. Il reste du temps pour une ou deux questions. Monsieur... Ah, ben voilà, madame. Allez. Bonjour. Allez-y. Merci à vous. J'avais une question, mais qui était peut-être un peu proche de monsieur. Finalement, ce qu'on remarque, c'est que les innovations touchent tous les secteurs, la santé, l'énergie, la mobilité, et qu'elles ont toutes un objectif commun: améliorer notre vie, faciliter notre quotidien, réduire ou bien éradiquer les souffrances, les maladies, etc. Et j'ai l'impression qu'en fait, dans la recherche de l'innovation, on est presque dans le concept de l'expérience utilisateur poussé à l'extrême, finalement, jusqu'à de notre naissance, ou même avant notre naissance, jusqu'à la mort. On cherche des solutions qui pourraient nous aider à passer les obstacles de notre vie qui pourraient survenir grâce à de nouvelles solutions. Le thème de ce matin, c'est ces innovations qui changent le monde. Et ma question, c'est vers quel monde va-t-on? Est-ce qu'on cherche à atteindre une vie sans irritants, finalement, grâce à l'innovation? Ou est-ce qu'on cherche une utopie? Qu'est-ce qui vous pousse, vous, dans votre quotidien, à aller chercher l'innovation? Alors, qu'est-ce qui vous pousse? Ça, c'est une bonne question. On va peut-être prendre... J'ai vu qu'il y avait deux... Voilà, une ici et une là. Alors, votre question très rapide, et puis après, on arrêtera. Allez-y. Oui, merci de me donner la parole. J'ai l'impression qu'en France, on est plutôt performant sur la création de la connaissance, c'est la recherche. Sur la diffusion de la connaissance, c'est l'enseignement supérieur, mais qu'on est moins performant sur la valorisation des connaissances, qu'on appelait progrès avant et qui s'appelle maintenant innovation. L'innovation étant une nouveauté qui n'est pas forcément une invention et qui crée de la valeur qui n'est pas forcément économique. Alors comment faire en sorte pour rapprocher à la fois le monde académique d'un côté et le monde de ceux qui créent de la valeur, sans créer ce que d'aucuns, dont Vincent Berger a appelé un mikado, c'est-à-dire un empilement de structures, qui à mon avis est plutôt un mikado inversé d'ailleurs. D'accord. Merci. Alors, monsieur, voilà, allez-y, prenez le micro, posez votre question très courte, et puis après on fait une réponse groupée. Allez-y. Depuis hier, j'ai écouté plusieurs conférences, et on a parlé de tous les bienfaits des progrès de la technologie, donc les gens vont avoir moins de travaux pénibles, et ainsi de suite, et ils vont pouvoir s'orienter vers d'autres tâches. Par contre, on n'a pas parlé de tous ces enfants qui ne savent pas lire, pas écrire, même en France, et qui ne savent pas les 3 opérations de base. Donc on va terminer avec une société à 2 vitesses, avec des gens qui bénéficieront de beaucoup de choses, des études et tout, et une partie de la population qui sera restée sur le côté de la route. Bon, alors, on répond en bloc à tout ça. Alors, première question, c'était où va-t-on? Vincent Berger, allez. Oui, pourquoi on se lève le matin voilà, je crois qu'il y a deux questions qui sont un peu différentes. C'est au niveau de l'individu, du chercheur, et puis au niveau des États. Vous l'avez dit, au niveau de l'individu, il y a quelque chose de profondément humain, qui est l'esprit de conquête, l'envie de découverte, la curiosité, qui existe des enfants jusqu'aux adultes. Et donc les chercheurs, ils ont envie de comprendre et de progresser. Après, au niveau des États, c'est un peu différent. On ne peut pas faire complètement abstraction du contexte international et du fait que quand même on n'a pas complètement résolu les problèmes de paix et qu'on a un peu peur aussi d'être à la traîne. C'est pour ça qu'on n'arrête pas de pédaler, parce qu'on a peur que les autres pédalent et pas nous. Oui. Et donc on se dit, si on avait résolu le problème de la paix dans le monde et qu'on n'était qu'une seule nation et que tout allait bien, peut-être qu'on pourrait freiner. Mais sinon, c'est quand même très difficile. Alors sur le sujet du Mikado,
très très vite. Comment faire en sorte finalement que les gens se parlent? Oui, parce que vous êtes au croisement justement entre des écoles, des universités, des entreprises. Absolument, c'est un vaste sujet. Moi, je dirais que la solution, c'est vraiment la mobilité. C'est-à-dire que les gens passent de l'industrie à l'université, mais aussi la mobilité internationale. Il faut mélanger les gens, il faut mélanger les cultures. Il ne faut pas faire de parcours linéaire, comme ça a été dit. Alors après, bon, sur les dispositifs, je crois qu'on n'aura pas le temps de parler des détails techno, mais il faut que les gens, effectivement, se parlent. Et vous avez parlé des grandes écoles et des universités, par exemple. Ça, c'est effectivement quelque chose d'important. Gilles Babinet, peut-être, ou Frédéric, vous vouliez dire quelque chose? Alors, la société à deux vitesses. Qui a envie de parler de ça? C'est vachement important. L'éducation élémentaire... Je vais plus réagir sur un autre sujet, mais peut-être sur le but, vers où on va et l'histoire de la paix, de la science. Et qu'est-ce qui vous fait lever le matin? Mais je vais renvoyer une question, je suis désolé parce que je n'ai pas la réponse. Habile. Oui, je pense qu'on se pose tous des questions, j'ai le droit aussi. Je ne suis pas obligé de répondre à toutes les questions. Monsieur est philosophe. Voilà. Donc, alors, je pense, moi, il y a un truc qui me tracasse, je me pose la question. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des extraterrestres, moi, j'en ai jamais vu. Et je me dis, c'est bizarre parce que vu la vitesse à laquelle on développe notre technologie, on se dit que ça va pas tarder. Enfin, on va être capable d'aller voir un petit peu plus loin. En plus, on lit des trucs. Il y aurait 1000 planètes comme la planète Terre, en fait, même si elles sont un peu loin. Mais enfin, il y en a peut-être plus que 1000. Enfin, il y en a beaucoup. On se dit, mais qu'est-ce que... Alors, après, on se dit, bon, il y a une chance sur deux. Soit ils sont plus développés que nous, soit ils sont moins développés que nous. Alors, comme on ne sait pas, on va faire une chance sur deux. S'ils sont moins développés que nous, ils sont quelques millions d'années en arrière. S'ils sont plus développés que nous, ils sont quelques millions d'années plus tard. Parce qu'ils ne sont pas en 2018, les gars. Ils sont... Enfin, il y a peu de chance, quoi. Ils sont, des millions d'années devant. Alors je me dis, c'est quoi notre société dans des millions d'années? Alors ça veut dire que dans des millions d'années, on ne sera toujours pas allé voir d'autres planètes, ou alors on sera dans un espace vibratoire différent avec des dimensions de je ne sais quoi physique, et donc ils seraient là, mais on ne les voit pas, parce qu'il y a aussi cette théorie-là. Donc, alors, déjà, s'il y en a un dans la salle, je veux bien qu'il se lève. Et donc, alors après, on se dit, ah oui, mais alors attends, parce que pour aller sur une planète qui est quand même super loin, même s'il y en a des milliers, il faut quand même y aller, et puis potentiellement, du coup, sortir évidemment du système solaire, mais aussi de la galaxie. Donc là, ça demande une sacrée dose d'énergie. Déjà que pour aller sur la Lune, c'est compliqué. Et donc on se dit, ah oui, mais après, quand on fait de la science, très souvent, dès qu'on expérimente quelque chose, ça marche pas au début, on se plante. Alors le jour où on a une énergie qu'on est capable de concentrer de manière assez forte, qui puisse nous propulser en dehors de notre galaxie, ça veut dire qu'on a fait quelques tests avant. Donc on a trouvé une énergie, je sais pas laquelle, mais on a testé un truc hyper concentré d'énergie et qui donne un résultat de production d'énergie complètement phénoménal. Je me dis, le Géo trouve tout qui joue avec ça, il va faire quelques tests. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas plusieurs cartouches, quoi, parce que le jour où il a trouvé un truc qui génère de l'énergie capable de nous propulser hors du système solaire et de la galaxie, il va expérimenter. S'il fait une erreur, on est tous mal. Donc... Et là, je me dis, mais c'est peut-être pour ça qu'on n'a jamais vu un extraterrestre. C'est peut-être parce qu'il y a un moment, ils font tellement d'innovation qu'il y en a un qui joue avec un truc, et là, attention, là, c'est même plus du nucléaire, c'est encore autre chose, et il fait exploser la planète. Et donc, à ce moment-là, l'univers serait juste une galaxie de sapins de Noël avec des planètes qui, de temps en temps, font comme ça. Et... Voilà. Donc, écoutez, je ne sais pas si... Et je veux bien une réponse à cette question-là. Je l'ai posée à Thomas Pesquet l'autre jour, qui m'a rassuré. Ouais. Il m'a dit, je me suis posé la question, parce que quand même, je me suis mis sur une fusée de 53 mètres de haut avec 400 tonnes d'explosifs sous les fesses pour aller dans l'ISS. Donc c'est vrai que ça me tracasse aussi. Et là, il a donné une réponse qui est que peut-être qu'il n'y a pas besoin, pour aller très très loin dans l'univers, de beaucoup d'énergie, mais qu'il faut juste comprendre comment fonctionne la gravitation et réussir à l'inverser, et que si on arrive à trouver quelque chose de super intelligent pour inverser la gravitation, à ce moment-là, on pourra aller très très loin, puisque ce qui coûte cher, en fait, c'est de sortir de l'attraction. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on peut aller très 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 loin. Bon, alors merci Frédéric. Donc, je suis désolé, on va devoir s'arrêter là juste avant qu'on se quitte pour juste une petite nourriture pour la pensée. On disait finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas faire une pause, s'arrêter? Alors, je vais vous citer ce que disait un collègue à moi, un journaliste vers 1880, à la fin du 19e siècle. Voilà ce qu'il disait. Eh bien oui, toute cette explosion de science mène droit à l'écrasement
de ce qui était la vie normale de l'homme. L'homme à venir aura plus de confort et moins de joie, plus de luxe et moins de bonheur. L'électricité qui décuple la vie lui enlève aussi son charme. On n'a plus en wagon le temps de voir le paysage. On n'aura plus dans l'existence que nous feront les savants, que j'admire, le temps de savourer les mets, de causer, de vivre, de faire halte. Les vieux domestiques fidèles et classiques mourant dans la maison, qui était un peu la leur, deviennent rares. Ils n'ont même plus besoin d'exister. Un bouton pressé les remplacera. Merci à tous.